What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire de Harrison Okene, le survivant. Le 26 mai 2013, un remorqueur nommé Jackson 4 reçut l'ordre d'aller stabiliser un bateau-citerne sur l'océan Atlantique à 30 km des côtes de Nigeria. Le capitaine mobilisa 10 marins et un cuisinier avec lui pour cette mission. Sur le chemin et sous des conditions climatiques peu optimales, le capitaine eut beaucoup de mal à piloter sereinement son bateau et malgré les efforts des membres de l'équipage, ils finissent tous naufragés. Le navire coula et les entraîna avec lui vers les profondeurs sombres et froides de l'océan Atlantique. Tous trouvèrent la mort, tous sauf un, Harrison Okene, le cuisinier âgé de 29 ans. Pendant le naufrage du remorqueur, Harrison crut son heure arriver quand il sentit le bateau tergiverser. Les cris des autres membres de l'équipage, le bruit assourdissant de l'eau qui les inondait de tous les côtés, étaient les dernières choses qu'il entendit avant de se retrouver la tête sous l'eau. Instinct de survie oblige, le cuisinier se débattit pour rester en vie. Il nagea de toutes ses forces pour se diriger vers ce qu'il croyait être la sortie du bateau. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'était pas la sortie, mais la pièce qui servait de toilette. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande bulle d'air d'une hauteur dépassant à peu près le mètre s'était formée en haut de la pièce. Ainsi, Harrison, qui contrairement à ses camarades morts sur le coup, avait suffisamment d'oxygène pour pouvoir respirer pendant quelques heures. Mais il était malheureusement coincé dans le noir complet, plongé dans une eau froide à 30 mètres de profondeur et à 30 km des côtes nigériennes. Le destin l'avait épargné, temporairement. Pris de panique, il se débattit de toutes ses forces pour tenter de sortir de là, mais en vain. Le navire était entièrement englouti, plongé dans l'obscurité. Il appela ses camarades un par un, aucun d'entre eux ne lui répondit. Il en déduisit qu'ils étaient tous morts. Il en pleura d'effroi et d'inquiétude. Dans le noir absolu, impossible de retrouver son chemin vers la sortie. Il tenta de reprendre ses esprits et de raisonner pour s'en sortir. Il s'est dit, premièrement, à supposer qu'aucune porte vers la sortie n'était fermée, cela voudrait dire qu'il devait parcourir le chemin en apnée pendant au minimum 6 minutes. Deuxièmement, à supposer qu'il arrive à retenir sa respiration pendant tout ce temps-là, il ne sait pas à quelle profondeur se trouve le navire. Il doit donc continuer à retenir sa respiration jusqu'à la surface de la mer, en croisant les doigts pour que son corps supporte le manque d'oxygène, la pression de l'eau et les poissons carnivores. Troisièmement, en admettant qu'il arrive à la surface, cela voudrait dire s'arranger pour rester visible à d'éventuels secours, en espérant qu'il ne se noie pas de fatigue et que les courants marins ne l'éloignent pas trop du lieu du naufrage. Harrison comprit que toute tentative de sortie était donc suicidaire. Il décida alors de rester dans sa bulle d'air à attendre les secours. Et en baladant ses mains et ses pieds sous l'eau, à gauche et à droite, il toucha quelques ustensiles de cuisine et tomba par hasard sur quelques canettes de boissons gazeuses, qu'il but l'une après l'autre. 1 heure passa, puis une deuxième, puis une troisième, et une 10e, et toujours rien. Aucun signe des secours. Harrison commença à perdre espoir quand il se souvint du dernier SMS reçu par sa femme, une prière nommée la prière de la délivrance, tirée des psaumes de David. Étant très croyant, Harrison se mit alors à prier de tout son cœur. 24 heures passèrent en dévotion totale, mais toujours rien. Durant ces moments de prière, Harrison pensa à sa femme, à sa famille, à ses amis. Il repensa au jour où il accepta avec joie cette proposition de travail au bord de ce bateau, lui qui avait raté tellement d'occasions pour devenir un grand chef cuisinier. Au bout de la 36e heure, Harrison commença à sentir l'odeur des cadavres de ses camarades et à entendre des poissons carnivores, des requins ou des barracudas venus dévorer les corps de ses camarades. Une torture psychologique insoutenable. Après 48 heures, absolument rien ne changea. En attendant, le niveau d'oxygène avait dangereusement diminué dans la bulle d'air et Harrison vit la mort qui l'avait épargné revenir à grands pas. Au bout de la 60e heure, Harrison était exténué, affamé et surtout assoiffé.
Il respirait de plus en plus difficilement et le sel avait dévoré sa peau. Le noir de l'océan et le manque de sommeil le plongèrent dans un nuage de hallucinations décousues, quand soudain il entendit un bruit frappant l'épave de l'extérieur. Serait-ce les secours? What's that? Oh, okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Okay, just reassure him. Give him a thumbs up and reassure him. Okay, reassure him. Keep reassuring him. Premier point d'analyse, limiter le plus possible l'utilisation du conditionnel et du futur antérieur. Dans cette histoire, Harrison, qui n'avait l'habitude de travailler que dans des restaurants locaux, a eu une proposition professionnelle d'apparence excellente. Il pensait pouvoir élargir son champ de compétences en travaillant comme cuisinier sur un remorqueur. Harrison sauta évidemment sur l'occasion et il a failli y perdre la vie. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent à tort et à travers le conditionnel et le futur antérieur. Ils disent, par exemple, si j'avais eu l'occasion de terminer mes études, j'aurais été un directeur de banque à l'heure qu'il est. Si j'avais accepté cette proposition professionnelle, j'aurais réussi à gravir les échelons plus rapidement. Si je n'avais pas eu mes enfants très tôt, j'aurais pu lancer des projets ambitieux et voyager. Si, etc. Je pense que de façon générale, quand une personne utilise le conditionnel suivi du futur antérieur, celle-ci ne fait que comparer sa situation actuelle, généralement désavantageuse, avec une autre hypothétique, qu'elle aurait, de son point de vue, pu avoir. Une situation basée la plupart du temps sur des suppositions et des projections subjectives. Reprenons l'histoire de Harrison. Si celui-ci avait raté sa candidature comme cuisinier dans un bateau, il aurait probablement, lui aussi, fait 1001 suppositions, 1001 scénarios, tous basés sur ses fantasmes et ses regrets. Ce que je comprends donc de l'histoire de Harrison, c'est que personne ne connaît l'avenir ou ce qui aurait pu se passer. Une bonne opportunité en apparence peut cacher des conséquences dramatiques et vice-versa. Raison pour laquelle je pense qu'il faut limiter les comparaisons inutiles entre la situation actuelle, aussi désagréable soit-elle, avec une autre qui est purement hypothétique. Deuxième point d'analyse, toujours garder en tête qu'une partie de la réussite ou une partie de l'échec est basée sur le facteur chance ou malchance. Dans cette histoire, Harrison a réussi à survivre à 30 mètres sous l'eau de l'Atlantique grâce à une suite de circonstances extrêmement favorables. Tout d'abord, lors du naufrage, il s'est dirigé presque par hasard vers les toilettes et il s'est retrouvé protégé par une bulle d'air. Ensuite, il a trouvé suffisamment de boissons gazeuses lui permettant de tenir quelques jours. Après, pendant que les cadavres des autres membres de l'équipage se faisaient dévorer par les requins et les poissons carnivores, lui était protégé dans sa bulle par la coque du bateau. Et au final, il a été secouru de justesse par les nageurs venus récupérer les cadavres. Quelques heures de plus, et il aurait pu y rester. Quand je lis cette histoire, je me pose la question suivante. Je me dis, que se serait-il passé si, une fois secouru, Harrison avait voulu jouer au héros et s'il avait voulu surfer sur sa célébrité temporaire pour s'autoproclamer expert de survie dans un milieu extrême. Ma question peut paraître un peu naïve, voire débile ou mal placée, mais pourtant, c'est ce que j'observe dans certaines success stories. Il y a des personnes concernées qui s'arrangent pour ne pas souligner la dimension chance
dans leur aventure et essayent de se mettre au maximum possible sous le feu des projecteurs, en pariant sur le potentiel raccourci intellectuel que peuvent avoir leurs futurs admirateurs ou leurs futurs clients. Il n'est pas rare, par exemple, de voir telle personne qui a fait, par chance, une bonne affaire en immobilier s'autoproclamer expert aguerri, ou telle autre personne qui a réussi à séduire lors d'une soirée arrosée une célébrité, s'autoproclamer par la suite coach en séduction, ou encore telle personne qui a fait fortune en investissant presque par hasard sur le Bitcoin et qui s'autoproclame du jour au lendemain expert stratégique en investissement numérique, etc. Attention, je ne suis pas en train de généraliser ou de dire que tous ceux qui réussissent le font par hasard. Je sais que la plupart des réussites n'ont été possibles que grâce à un travail acharné et beaucoup de sacrifices. Cela dit, l'histoire de Harrison m'a appris que peu importe la quantité de mon travail ou de mon intelligence, chacune de mes réussites, chacun de mes avancements ou chacun de mes succès se basera en partie, que je le veuille ou non, sur plusieurs circonstances favorables dont j'aurai profité. Des circonstances qui vont être la plupart du temps incontrôlables et non reproductibles. Troisième point d'analyse, ne jamais laisser un incident isolé changer ma philosophie de vie ou influencer ma progression. À la fin de cette histoire, Harrison s'est retrouvé à l'hôpital pendant 3 jours parce qu'il a frôlé la mort de très près. Profondément touché par sa mésaventure, il s'est juré, une fois remis en forme, de ne plus jamais poser un seul pied sur un bateau. La réaction d'Harrison est largement compréhensible, et à sa place, je pense que la plupart des gens auraient fait exactement la même chose. N'empêche que, de façon générale, ce type de réaction, si elle n'est pas rapidement corrigée, risque de se transformer avec le temps en une sorte de blocage psychologique assez difficile à soigner. Combien de fois j'ai vu des personnes refuser d'accorder leur confiance à quiconque après une douloureuse rupture amoureuse. Combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes déprimés et perdre totalement confiance en eux-mêmes après une faillite ou un licenciement. Combien de fois j'ai vu des gens développer des peurs viscérales et illogiques d'une personne, d'un endroit ou d'une nourriture à cause d'une expérience douloureuse. Bien sûr, ce genre de blocage psychologique n'empêche pas la personne de vivre, mais de façon générale, il l'empêche de s'épanouir, de tourner la page et d'avancer dans la vie. Ce que je comprends donc de cette histoire, c'est de ne jamais laisser la peur s'installer après un drame ou une mauvaise aventure. Et peu importe la douleur ou l'appréhension, s'arranger pour remonter sur celle le plus rapidement possible. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.